L'Europe, les jeunes d'aujourd'hui sont tombés dedans quand ils étaient petits. Et ce sont eux qui feront l'Europe de demain. Alors oui, a posteriori, c'est assez facile de trouver ce petit clip des années 90, kitsch, voire ridicule. Mais moi, ma génération, celle qui passait le bac en 92 quand on débattait du traité de Maastricht, on y croyait à cette Europe. Et on nous y a bien aidés. Qu'est-ce que vous avez pris comme sujet ? Le sujet numéro 1, c'est-à-dire la question, c'est pourquoi l'homme peut-il être inhumain ? Dans nos manuels de terminale, on apprenait l'histoire de l'Europe et de ses pères fondateurs, la paix, construite sur un continent dévasté par les pires atrocités. Surtout, on nous enseignait une construction communautaire allant toujours de l'avant. Nous l'avons cru irréversible. On était la CEE, on était 12 pays et on avait l'impression de participer à la dernière aventure collective, celle de la création d'un espace politique moderne et unique au monde. Je l'avoue, Jacques Delors était mon idole. La liberté des peuples et la démocratie devaient triompher partout. L'époque était à l'abolissement des frontières et même quand elles étaient physiques, on creusait un tunnel sous la mer. On pensait rapprochement, on pensait union. On espérait être de plus en plus nombreux à partir étudier en Erasmus, au soleil du Portugal ou dans les pubs de Manchester. Tout devenait possible. En ce début des années 90, Black Box, Technotronic, Snap ou Too Unlimited, ces groupes italiens, hollandais, allemands ou belges formaient le seul courant musical européen, l'Eurodance. Et même si on était très moyen en anglais, on comprenait bien qu'on nous disait qu'il n'y avait pas de limite. Alors, quand François Mitterrand nous parlait les yeux dans les yeux pour nous exhorter à voter oui au référendum du traité de Maastricht, je devais m'adresser directement à vous. Vous connaissez ma propre conviction. L'Union européenne représente, à mes yeux, un immense projet, l'un des plus ambitieux que nous ayons connus. Qu'on nous vendait modernité et transparence politique sur le tout nouveau 3615 CEE, chaque Français, dans sa salle à manger, dans son salon, pourra tapoter sur son Minitel et être en direct avec Maastricht. que même sur la plage, en vacances, on nous distribuait des goodies Europe pour nous mobiliser et qu'on nous promettait dans les publicités à nous tous la liberté, la tolérance, la démocratie, la justice et la prospérité économique. Comment ne pas croire au rêve européen ? La création du marché unique a posé les fondations d'une Europe plus libre. Et tous ses habitants vont en ressentir les avantages. La libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. La possibilité de se déplacer sans retenue dans la communauté. Une liberté de mouvement conçue pour stimuler la croissance et la prospérité de chaque État membre. La libre circulation des capitaux aboutira à une meilleure exploitation des moyens financiers dans toute la communauté. Nos entreprises pourront envisager l'avenir avec optimisme et leurs employés jouiront d'une meilleure sécurité d'emploi. Tous ces gens et des millions d'autres font partie de la nouvelle Europe. Une Europe enrichissante pour ses propres citoyens. Une Europe qui est devenue synonyme de valeurs démocratiques et qui constitue une force considérable dans la lutte pour la paix et la stabilité de la planète entière. Une communauté basée sur des intérêts communs, des valeurs communes et un véritable marché commun. Si l'on se réveille de ce rêve européen le 9 mai 2018, jour de la fête annuelle de l'Europe, on peut avoir envie d'aller se recoucher. Tant nous sommes peu nombreux, place de l'Hôtel de Ville à Paris. Bien sûr, la pluie ce jour-là n'a pas aidé. Sous les tentes, le public peut trouver des informations sur les institutions européennes et tester ses connaissances sous forme de quiz. Comme au bon vieux temps des interros surprises. Quel événement a marqué l'histoire allemande le 13 août 1961. La construction du mur. Aucune chance donc d'être là par hasard. Ceux qui ont fait le déplacement sont très europhiles. Vous êtes venus là parce que c'était la fête de l'Europe ? Ah, complètement. Mais moi, à la maison, le 9 mai, on pavoise. On met le drapeau à étoile sur le balcon. Ouais. Voilà. Et on le fait pas pour les autres fêtes,
Mais le 9 mai, c'est notre fête. Alors là, pavoisée avec son drapeau européen, je dois m'incliner. J'ai trouvé plus extrémiste que moi. Mais quand l'Europe fait la fête, elle ne peut s'empêcher de faire un petit débat. Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen et Pierre Moscovici, commissaire européen aux finances, en profitent pour échanger avec les citoyens. Qu'est-ce que l'Europe peut apporter aux citoyens et quel est l'avenir de cette Europe ? Cet exercice de questions du public et de réponses des politiques, un peu classique, un peu vertical, laisse certains citoyens pourtant drapés de la bannière étoilée sur leur faim. Moi, quand je viens ici, c'est des technocrates qui ont fait une fête pour les technocrates et qui parlent de leur sujet. C'est très intéressant, il en faut. Hein. En fait, vous auriez aimé être sur l'estrade en fait. Non, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas d'estrade. J'aurais aimé qu'il y ait 4 estrades différentes, avec 4 sujets différents, avec 2 minutes de temps de parole pour chacun et n'importe qui peut venir, il parle. Là, on est en fête pour l'Europe, on est là pour se retrouver tous entre Européens et kiffer notre nationalité européenne, et on se fait chier. Mais ça veut dire que vous y croyez quand même. Ah mais moi, de toute façon, que vous êtes prêt à vous battre pour ça. Ah mais j'ai pas le choix, oui, il n'y a pas d'autre avenir que l'Europe pour moi, c'est pas possible. Si je crois pas en l'Europe, je crois en quoi? Je crois en la France. On est un petit îlot dans le monde là, on va rien arriver à faire. Donc oui, je suis obligé de croire en l'Europe, mais quand je viens ici, même moi j'arrive à être découragé. À son âge, pour moi aussi, l'Europe était une évidence, le seul avenir possible. Alors quand s'est-on découragé ? Étonnamment, la réponse est à chercher en bordure de périphérique parisien, là où est analysé depuis 45 ans l'Eurobaromètre. Une somme statistique pour sonder l'âme des Européens, dirigée par Emmanuel Rivière. Ce qui en fait le psy de l'Union. Clairement, on est sorti d'une forme d'eurobéatitude un peu naïve où chacun projetait finalement ce qu'il avait envie de voir en Europe. Il y a dans les pays méditerranéens qui ont été lourdement frappés par la crise une forme de déception. Vous avez un certain nombre de pays qui sont restés, en revanche, eux, dans une satisfaction qui est forte. C'est les pays du nord de l'Europe, les pays scandinaves qui vont économiquement bien. Puis vous avez les pays de l'élargissement de 2004 et surtout les pays de l'ancien bloc de l'Est. Simplement, ils ont envie des perspectives et de la prospérité économique que ça peut leur promettre, sans abandonner leur identité. Les Français ont un peu toujours vu l'Europe comme une espèce de France en plus grand. Notre modèle est tellement formidable que forcément tout le monde va le copier. Et donc ça a été un petit peu la douche froide quand on a vu qu'il y avait d'autres contre-modèles qui pouvaient s'exprimer. En effet, si les Français sont toujours attachés à l'idée de l'Europe, ils trouvent qu'elle fonctionne mal. 55% n'ont pas confiance en l'Union européenne et 34% confiance en elle. Seuls les Britanniques, qui ont voté leur sortie de l'Union, et les Grecs, en faillite, ont encore moins confiance que les Français. L'élargissement, ça produit un déplacement du centre de gravité de l'Europe vers l'Est. Et c'est à cette époque-là aussi que se développe une angoisse qui va faire florès en France, qui est celle de la concurrence avec les pays à bas salaire. Alors pour le coup, effectivement, plutôt les pays de l'Europe de l'Est. Donc là, vous avez un vrai divorce avec une certaine idée de l'Europe où la France tenait un rôle éminent. Et ce divorce n'est pas définitif. Enfin, il a créé une déception dont on voit encore les traces aujourd'hui. Une déception française, sans doute à la hauteur de ce qu'on nous avait annoncé. Avec l'abolition des frontières entre les pays de l'Union, fini les droits de douane, les marchandises peuvent circuler librement au sein du marché unique. Les consommateurs français, toujours épicuriens, y trouvent leur compte. On pourra ainsi importer jusqu'à 110 litres de bière, 40 paquets de cigarettes ou 90 litres de vin sans avoir à payer de taxes additionnelles, autant dire sans limitation. Les citoyens européens, eux aussi, peuvent désormais circuler librement et travailler partout dans l'Union. Cela devait relancer la croissance et nous faire vivre la fameuse compétition qui stimule. L'Europe, c'est magnifique, c'est superbe. Vive l'Europe! On a surtout constaté la compétition entre travailleurs, la compétition tout court. Nos industries se sont d'abord délocalisées, puis ce sont les travailleurs qui se sont délocalisés chez nous. Le malaise français face à ce grand marché unique s'est alors incarné en plombier polonais, ce travailleur détaché dont le salaire est versé en France, mais les cotisations sociales moins élevées au pays d'origine.
Une incarnation moquée par les Polonais eux-mêmes. En 2005, affligés d'être considérés comme des Européens de seconde zone, ils mettent en scène un plombier polonais, tout ce qu'il y a de plus désirable. Un plombier polonais complètement équipé sur le pavé parisien. Certains nous annonçaient déjà une invasion de ces travailleurs en bleu de chauffe, venus de l'Est et tout particulièrement de Pologne. Irrités, les Polonais ont détourné le cliché, invitant les Français à venir découvrir leur pays, où ce jeune homme très bodybuildé se proposait de les accueillir. 14 ans plus tard, la France compte un peu plus d'1 demi-million de travailleurs détachés légaux, mais par définition, impossible de dire combien d'autres ne sont pas déclarés et travaillent au noir. En tout cas, sur Internet, il n'a jamais été aussi facile de trouver un travailleur détaché. Polonais, roumains, bulgares, portugais, les agences d'intérim proposent un catalogue complet. Comptez 18 € de l'heure pour un carreleur, 16,50 € pour un plombier ou 13,50 € pour une femme de chambre. Il est bien précisé que c'est 100% flexible, 100% légal, donc 100% européen. Mais si on ne propose pas de mannequins avec des tuyaux, les slogans, eux, sont toujours aussi caricaturaux. Le Polonais est reconnu pour sa discipline, son travail est bien fait et réalisé dans les délais souhaités. Vous n'avez donc plus rien à faire, sinon profitez. Cette main-d'œuvre sans frontières, point de crispation, Emmanuel Macron en a fait son premier cheval de bataille européen. Le marché unique européen et la libre circulation des travailleurs n'a pas pour but de favoriser les pays qui font la promotion du moindre droit social. Et on le voit bien, c'est ce qui d'ailleurs dans nos pays nourrit le populisme et érode la confiance dans le projet européen. Car si en France on condamne le dumping social, à l'Est on y voit la possibilité de mieux gagner sa vie. À Sofia, en Bulgarie, Vesko Kamenov passe l'entretien de recrutement d'une agence d'intérim. Il a déjà été détaché 5 ans en Italie. Cette fois, on lui propose de partir 4 mois en France. Quand vous travaillez ici, combien vous gagnez ? Ici, je gagne 2 fois moins qu'en France. Mais si je pouvais, je préférerais rester et travailler dans mon pays. Cette agence d'intérim est dirigée par Thomas Stanishev. Né et élevé en France, il est parti s'installer à Sofia en 2007, au moment de l'entrée de la Bulgarie dans l'Union. Il envoie environ 30 Bulgares par mois travailler en France sur des chantiers de BTP. Le Bulgare est plus travailleur ? Le Bulgare est plus travailleur. Son gabarit fait qu'il est plus costaud que le Français en moyenne. C'est vrai qu'il est peut-être moins grincheux. Il se plaint moins qu'un travailleur français. Et quand il part sur place, il part pour travailler. Ils nous demandent tous s'ils peuvent travailler le samedi et le dimanche. Ils veulent travailler un maximum pour gagner un maximum. Chaque jour, des dizaines d'entrepreneurs en France contactent l'agence bulgare à la recherche de personnel qualifié. Je suis en retard sur l'un de mes chantiers et malheureusement, je n'ai pas reçu le CV de la part de Pôle emploi. J'ai besoin urgemment de ces travailleurs. J'ai des pénalités si je suis en retard sur le chantier. Nous sommes à 16 € de l'heure minimum lorsque les frais de transport, frais de logement sont à votre charge. Si une entreprise concurrente, que ce soit des travailleurs détachés roumains ou polonais, me propose des travailleurs avant vous, je risquerai de m'orienter vers la société qui me proposera des travailleurs détachés le plus rapidement possible. Thomas Stanishev paye 1 500 € net par mois ses salariés et il respecte les règles européennes du travail détaché. Notre travailleur bulgare, en dessous de 1 500 € ne partira jamais travailler en France. Avant, on pouvait ? Oui, avant on pouvait. Si on remonte à 10 ans, on pouvait. Maintenant, le coût de la vie en Bulgarie a également augmenté, donc il est plus compliqué d'envoyer des gens à des salaires inférieurs. Si l'on veut comparer, le salarié français payé 1 500 € net par mois coûtera avec les charges 2 689 € à son employeur. Le salarié bulgare sera payé lui aussi 1 500 € net par mois et son employeur français sera facturé 2 426 €, comprenant les cotisations patronales versées à la Bulgarie
et la commission de Thomas. À ce coût, il faudra également ajouter le transport depuis la Bulgarie et le logement à la charge de l'employeur. Ce qui rend le travailleur bulgare au moins au même prix, sinon plus cher que le français. On a la société qui pense que c'est le bon filon, qu'on va envoyer quelqu'un à 500 € par mois, je ne le cache pas. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a 90% de nos devis qui reviennent non signés. C'est-à-dire non signés, ils vous disent que c'est trop cher? Beaucoup trop cher. Parce qu'ils pensaient quoi? Ils pensaient que ça allait revenir 3 fois moins cher qu'un travailleur français. Et ce n'est pas le cas. À écouter Thomas Stanishev, le sujet vaut mieux qu'une caricature simpliste. Le problème ne serait pas la libre circulation des travailleurs, mais ceux qui en profitent pour contourner les règles européennes. Le 23 octobre 2017, à Luxembourg, l'Europe tente un compromis. Les ministres du Travail des États membres s'entendent à la majorité pour limiter les fraudes. Ils durcissent les règles sur le travail détaché et prévoient d'augmenter les contrôles. Mais la fraude ne diminuera vraiment que quand les niveaux de vie et les salaires seront proches dans toute l'Union européenne. Pour Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, cette convergence des salaires dans l'Union demande du temps. On est dans une situation intéressante, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de ces pays connaissent un déficit de main-d'œuvre. Pourquoi? Précisément parce que beaucoup de ces travailleurs sont partis tenter leur chance ailleurs. L'objectif aujourd'hui de beaucoup de ces pays, c'est de les ramener. Et de les ramener notamment en augmentant les salaires. C'est en train de se passer en République tchèque, c'est en train de se passer en Slovaquie. Aujourd'hui, ces pays sont en rattrapage au sein de l'Union européenne. Ils n'ont aucune raison de condamner leur main-d'œuvre à être en permanence, et pour l'éternité, une main-d'œuvre de deuxième classe. Que ces pays-là, moins développés, nous rattrapent, c'était précisément ça l'idéal européen. On a tous en tête ces images de queue devant les magasins à l'Est dans les années 80. Ce que vous souhaitez pour votre pays? D'abord le calme et la paix. Mais aussi que l'on puisse trouver des choses dans des magasins. Car jusque-là, il faut se battre pour acheter des vivres. Du coup, ça me plaisait que les pays fondateurs de l'Union arriment les nouveaux entrants d'Europe centrale à leur puissance économique. C'était l'idée qu'on serait plus prospère avec nos voisins et pas contre nos voisins. J'étais fière de faire partie de l'Europe. Après tout, quel autre espace politique dans le monde entendait réduire les inégalités entre les pays, entre les peuples? Pour atteindre cet idéal, l'Europe s'est dotée d'un budget pour financer des projets de développement. Tous les États membres contribuent au budget de l'Union, en fonction de leur richesse. Puis, pour la période 2014-2020, 451 milliards d'euros de ce budget sont répartis entre les pays pour leur développement. La Pologne est le principal pays bénéficiaire avec 86 milliards, la Roumanie perçoit 31 milliards et la Hongrie 25 milliards d'euros. L'utilisation de ces fonds et leur utilité sont contrôlées par l'Allemande Ingeborg Grässle. Députée européenne depuis 2014, elle préside la puissante commission de contrôle budgétaire, à l'acronyme COCOBU, intimidant. Nous, on a beaucoup de succès parce qu'après, ils savent que moi, je vais couper. Si ça ne marche pas, je coupe les têtes. Mais tout en souriant. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. Est-ce que ces fonds sont efficaces pour la réduction des inégalités? Pour le moment, je peux montrer que le taux de pauvreté a nettement diminué dans toute l'Europe aussi grâce à l'argent européen. Chaque État membre, à part la Grèce, ils sont devenus plus riches, ils sont devenus mieux dans l'Union européenne que dehors. Pourtant, depuis quelques années, le COCOBU pointe des irrégularités dans l'attribution des fonds européens et des risques de corruption. De plus en plus, nous, on se bat avec des systèmes qui sont semi-légaux, mi-légal, mi-pas légal. Quand on fait des appels à propositions avec l'argent européen, dans 36% en Hongrie, 45% en Pologne et Croatie, participe qu'une seule entreprise. Alors on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas un deuxième pour participer. Mais ça signifie qu'il nous faut demander qui est-ce qui reçoit l'argent, qui est cette entreprise-là qui bénéficie des fonds européens. Est-ce qu'après, derrière notre dos, on finance autre chose?
Car sur les projets en dessous de 50 millions d'euros, les pays membres sont les seuls décisionnaires. Ce qui interroge quand on voit certains des projets extravagants financés en Hongrie sur les deniers européens. Tels ces 3,5 millions d'euros versés pour construire un pseudo-parcours cycliste dangereusement sinueux que personne n'ose emprunter. Il est d'ailleurs cadenassé. 900 000 euros pour 11 tours en bois à vocation touristique à la frontière avec la Roumanie, promettant une vue imprenable sur une usine désaffectée et une décharge sauvage. Ou encore 2 millions déboursés par l'Union européenne pour financer un petit train touristique qui relie les 6 km de Felxut où Viktor Orban, le Premier ministre, possède sa résidence secondaire, au village voisin. Pour remporter l'appel d'offres, le dossier promettait 2500 passagers par jour. C'est en réalité 1000 fois moins. Ça fait juste plaisir à un ministre-président qui aime les trains. Alors ces grands garçons-là qui aiment jouer, s'il vous plaît, pas avec l'argent du contribuable. Il faut arrêter de financer des entreprises qui appartiennent à des hommes et des femmes politiques, qui sont à la source pour plonger leurs mains dans la caisse européenne. Il faut vraiment arrêter ça, sinon on fait le contraire de ce qu'on devait faire. On fait beaucoup de mal avec les fonds européens. Ça fait que les riches deviennent encore plus riches et les pauvres, ça ne les aide pas. Cette orientation de l'économie hongroise vers un système oligarchique inégalitaire est conduite par Viktor Orban. Il ne s'en cache pas, il en va pour lui des intérêts de la nation hongroise. Premier ministre, élu 3 fois depuis 2010, il exerce un pouvoir autoritaire et centralisé. À tel point que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, trouve très drôle de l'appeler dictateur lors des réunions des chefs d'État. Un spectacle au sommet de l'Europe un peu déprimant pour des europhiles comme moi. Zoltán Kovács est le porte-parole de Viktor Orban. Qu'est-ce que vous dites aux contribuables européens qui pensent que vous gaspillez leur argent ? Ça, c'est votre point de vue d'Européenne de l'Ouest. Tous ces investissements qui vous semblent inutiles ou du gaspillage sont en réalité essentiels dans cette partie de l'Europe. Les infrastructures que nous avons héritées du communisme ne tenaient pas compte de notre identité et de nos traditions. Aujourd'hui, nous utilisons une partie des fonds européens pour valoriser notre patrimoine et notre identité hongroise. Le système des fonds européens n'est pas un cadeau que nous fait l'Europe de l'Ouest. Ce sont des fonds qui nous servent pour nous développer, mais qui servent aussi vos entreprises, celles de l'Ouest, qui produisent ici ou qui exportent et nous vendent leurs produits. Est-ce que la Hongrie s'est transformée en oligarchie ? Vous parlez d'oligarchie parce que vous n'approuvez pas la vision du Premier ministre ou celle de nos élus ? Croyez-moi, l'Europe de l'Ouest joue à un jeu très dangereux. Ce n'est pas par hasard si le Premier ministre et notre parti ont été élus à la majorité 3 fois de suite. Cette majorité dont nous disposons est le signe clair et inattaquable que le peuple hongrois nous soutient. Il approuve la voie que nous avons tracée, et cette voie, nous la suivrons. Qu'un État membre s'affranchisse de certaines règles parce qu'il se sent conforté par le vote populaire pose un problème inédit à l'Union européenne. Comment fonctionner ensemble avec un pays dont le pouvoir en place ne respecte pas l'état de droit ? Le 2 mai 2018, la Commission européenne et son président décident de taper au portefeuille. Jean-Claude Juncker présente le prochain budget au Parlement européen et prévoit d'y ajouter une condition au versement des fonds européens. Nous proposons un nouveau mécanisme permettant de protéger le budget des risques financiers liés à des déficiences généralisées sur l'état de droit. Ce mécanisme est d'application générale. Il ne vise pas a priori des États membres particuliers, mais c'est un aspect important de la nouvelle architecture budgétaire de l'Europe. Les institutions européennes veulent conditionner les fonds européens au respect de l'état de droit. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est juste une question d'opinion politique, ou je dirais même de goût politique. Nous nous fichons de savoir si c'est à votre goût ou pas. Nos institutions sont parfaitement en phase avec la loi européenne, point barre.
Les règles de l'état de droit seraient donc une simple histoire de goût pour le gouvernement hongrois, qu'on pourrait aimer ou pas, respecter ou pas. Pourtant, la démocratie n'est pas un goût, c'est une valeur fondatrice de l'Union européenne. Ma génération a été marquée par les images de la chute du bloc de l'Est et les symboles de la fin de l'oppression soviétique. Alors, quand on célébrait à grand renfort de drapeaux, de danses folkloriques et autres feux d'artifice l'entrée dans l'Union de 10 nouveaux pays, principalement de l'ancien bloc communiste, on fêtait aussi la démocratie, la liberté, les droits pour tous. En 2018, en Pologne, à Varsovie, ce sont précisément les valeurs de la démocratie qui sont appelées en renfort. Ici, les citoyens ne brûlent pas le drapeau européen. Depuis 3 ans, ils le brandissent tout haut pour protester contre les réformes du gouvernement polonais. Beata Geppert est de toutes les manifestations contre les atteintes aux libertés. Attention. Le hymne. Faut pas bouger. L'hymne polonais, on ne bouge pas. Beata, c'est le genre de personne qui arrête de vous parler quand l'hymne de son pays retentit. L'hymne, je m'arrête. C'est une forme de respect, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis pour rien. J'ai pu constater que c'était quand même des gens d'une certaine génération qui sont ici. On sait ce que ça veut dire, on sait où ça peut aller. Les jeunes, ils ne se rendent pas compte. Ils ont leur passeport à la maison, ils ont Internet, ils étudient à l'étranger et ils ne comprennent pas que la liberté, ça compte et que ça va les toucher personnellement. Ils ne se rendent pas compte. Ils pensent que ce qu'ils ont, c'est acquis et que ça ne va jamais disparaître. On va voir. Aujourd'hui, en Pologne, quel que soit son âge, défendre la liberté, participer à des rassemblements pacifiques ou à de simples sittings n'est pas sans risque. Beata est régulièrement arrêtée par la police et plusieurs procès l'attendent. Je ne sais plus combien d'affaires j'ai en cours maintenant, 4 ou 5. Quelles sont les peines encourues? Entre 120 et 1200 euros. Nous avons l'intention de demander le remplacement de l'amende par la prison. Et c'est parce que tu n'as pas les moyens ou... Non, c'est parce que je proteste. C'est parce que je trouve que cette peine, si elle m'est infligée, elle est complètement injuste parce que j'ai le droit de protester, j'ai le droit de manifester et on n'a pas le droit de m'interdire de manifester. Donc en 2018, au sein de l'Union européenne, Beata qui manifeste veut potentiellement aller 2 semaines en prison. Oui, possible. Et plusieurs fois en plus, parce que comme il y a plusieurs affaires, donc ça peut être 2 semaines et 2 semaines et 2 semaines et 2 semaines. Comment en est-on arrivé là? On aurait dû sentir le vent du boulet dès 2006. La Pologne vient alors tout juste d'entrer dans l'Union et le parti au pouvoir, le PiS, dirigé par les frères Kaczynski, envisage de rétablir la peine de mort. La Commission, dirigée alors par José Manuel Barroso, est obligée de rappeler l'incompatibilité absolue entre l'Union européenne et la peine capitale. Puis, en 2015, après avoir perdu le pouvoir pendant 8 ans, Kaczynski revient en force et entend verrouiller le pouvoir pour que celui-ci ne lui échappe plus. Il commence par réformer la justice pour mieux contrôler les tribunaux de son pays et exercer des pressions sur les juges. C'est ce qui est arrivé au juge Wojciech Łączewski. En 2015, il condamne un membre du PiS, Mariusz Kamiński, à 3 ans de prison pour abus de pouvoir. Mais celui-ci est d'abord gracié par le président, puis, plus cocasse encore, nommé chef des services secrets de la Pologne. Tout a vraiment commencé en décembre 2015, avec un contrôle routier qui a été fait par des policiers en civil. Ils m'ont montré des badges, mais ils n'étaient plus valables. Puis en janvier 2016, quelqu'un a envoyé chez moi une prostituée qui disait que je l'avais commandée, mais ce n'était absolument pas vrai.
On a aussi envoyé des menaces à mon travail. On a publié des menaces sur Internet. Ces menaces parlaient de méthodes très diverses et très sophistiquées pour me supprimer. Le couteau, la pendaison, le feu, le pistolet, en passant aussi par la mort dans un accident de circulation. Des méthodes pour le compromettre. Sa femme et lui sont suivis, ils sont mis sur écoute, leurs amis sont interrogés sur leur moralité. Chaque fois, les manœuvres sont visibles, presque grossières, pour lui faire peur et comprendre qu'il est devenu une cible. Ça, c'est la roue de ma voiture. Ils ont essayé de la dévisser. Et ça, c'est la vitre de ma voiture. Elle a été cassée par l'impact d'un pistolet pneumatique. Dès qu'un juge montre son indépendance, les gens au pouvoir vont essayer de l'influencer et de casser cette indépendance. Et très concrètement, les gens au pouvoir demandent à ce qu'on rende des verdicts qui ne suivent pas les lois. Quand je pense à ma vie d'avant, j'ai juste envie de faire mes valises, de monter dans la voiture et de quitter mon pays. Des méthodes de films d'espionnage un peu vintage dans un pays membre de l'Union européenne en 2018, c'est si dur à encaisser. En 3 ans, le Parlement polonais a voté 13 lois pour placer petit à petit le système judiciaire sous le contrôle du pouvoir en place. Les États membres européens, ceux de l'Ouest en tout cas, sont contraints de réagir. L'Europe est un espace qui s'est créé sur des valeurs, un rapport à la démocratie et aux libertés publiques qu'enfreint aujourd'hui la Pologne. On ne peut pas simplement se taire, ne rien dire, juste pour avoir la paix. Là, il s'agit de la base de la coopération au sein de l'Union européenne. L'Union européenne se trouve à nouveau, après la Hongrie, au pied du mur. Frans Timmermans est néerlandais, vice-président de la Commission, en charge de l'état de droit. Après 3 ans de dialogue infructueux avec les autorités polonaises et plusieurs avertissements, il décide en réunion des commissaires d'aller plus loin. C'est à ce moment qu'on s'est dit à la Commission, c'est sérieux, ça mènerait à mettre terme à l'indépendance de la justice en Pologne, si on suit le raisonnement jusqu'au bout. Donc, on s'est dit ici, est-ce qu'il faut agir, oui ou non? Moi, j'ai tout de suite dit oui, parce que l'indépendance de la justice, c'est aussi un élément clé pour le fonctionnement de l'Union européenne. Le 20 décembre 2017, la Commission déclenche pour la toute première fois la sanction la plus élevée dont elle dispose. Au bout de 2 ans, la Commission doit se résoudre à conclure qu'il y a un risque avéré d'une violation grave de l'état de droit. Je veux être très clair. C'est avec le cœur lourd que nous avons décidé de déclencher l'article 7. Les faits ne nous laissent aucun choix. L'état de droit est une condition nécessaire pour la coopération entre les États membres. Il ne s'agit pas seulement de la Pologne, il s'agit de l'Europe tout entière, de ce que nous sommes. L'article 7 du traité de Lisbonne prévoit qu'un pays peut être privé de son droit de vote au sein du Conseil des chefs d'État, mais si et seulement si l'unanimité des États membres l'approuve. Or, le Hongrois Viktor Orban a déjà assuré Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, que jamais il ne voterait contre la Pologne. Jacek Czaputowicz est ministre polonais des Affaires étrangères depuis janvier 2018. Pour aller au bout de l'article 7, il faut que tous les États membres le décident lors du Conseil européen. Et à eux, je ne doute pas que nous pourrons leur expliquer notre point de vue. Nous ne sommes pas d'accord pour dire que nos réformes sont une menace pour l'état de droit. Nous ne sommes pas d'accord avec la Commission européenne. Et je voudrais aussi souligner que nous sommes un pays souverain et qu'on a le droit de faire passer des réformes de notre système judiciaire parce que c'est ce qu'on attend de nous. Le mécanisme de l'article 7 a donc peu de chances d'aboutir et la Pologne le sait parfaitement.
Comme si un État membre pouvait enfreindre des règles impunément. Sans doute un péché originel de construction. L'adhésion au projet européen étant libre et volontaire, l'Europe n'a jamais pensé devoir exclure un pays. Tous ceux qui ont écrit le traité à l'époque n'ont pas imaginé l'application concrète. On n'a jamais vraiment imaginé la possibilité d'utiliser ces instruments. À l'époque, l'état de droit n'était pas un sujet de débat. Il y avait un consensus total sur la nécessité de respecter l'état de droit. Total, mais total. Une fois qu'on sait ça, comment on fait concrètement? Les seuls qui peuvent vraiment changer la direction de la Pologne, ce sont les Polonais. Ce sont les Polonais. Si un peuple veut aller dans une certaine direction, la Commission, la communauté internationale n'a pas les moyens pour vraiment corriger si c'est voulu par la population. À Varsovie, cet été 2018, voilà où en est l'Europe. Prise en étau entre sa volonté de faire respecter ses valeurs démocratiques et celle de respecter le vote des peuples. Un mois plus tard, j'ai demandé à Beata de ses nouvelles. Voici les photos que j'ai reçues. Mon rêve d'une grande zone faite de droit et de liberté a pâli à l'est de l'Europe. Le mode de fonctionnement de l'Union, imaginé à 6 États membres puis à 12, semble bien battre de l'aile à 28. Que veut dire le projet européen aujourd'hui s'il ne remplit pas ses promesses? Peut-il seulement continuer sans se remettre en question, comme si de rien n'était? Comme si de rien n'était, c'est bien ce que semblent penser les chefs d'État des pays membres et les institutions européennes. En mai 2018, Boyko Borisov, le Premier ministre bulgare, organise un sommet pour discuter d'un nouvel élargissement de l'Union, cette fois aux Balkans occidentaux. Un agrandissement soutenu par le président de la Commission Jean-Claude Juncker et le président du Parlement Antonio Tajani. Je pense qu'il est possible d'arriver à un accord en 2025 pour la Serbie et le Monténégro. La Serbie et le Monténégro sont les plus avancés dans le processus d'adhésion à l'Union européenne. Mais 4 autres pays des Balkans sont candidats. La Macédoine, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, issue du démembrement de la Yougoslavie, ainsi que l'Albanie. Peut-on absorber ces pays au niveau de vie bien inférieur, sachant qu'aucun d'entre eux ne remplit l'ensemble des critères de l'état de droit? Cette perspective d'entrée effraie les citoyens européens. Ils sont majoritairement opposés à un nouvel élargissement. Le lendemain du sommet, Boyko Borisov vient répondre aux questions des médias étrangers. L'opinion publique européenne ne veut pas d'élargissement supplémentaire. Ne craignez-vous pas de vous éloigner de la volonté des peuples? Non. Non? Écoutez, nous vivons sur le même continent et nous sommes dans un contexte géostratégique où des acteurs non européens sont forts et agressifs. Le Premier ministre bulgare est alarmé par l'influence croissante dans les pays des Balkans de la Turquie, de la Russie et de la Chine. Croyez-moi, ils sont très bien préparés. Il n'y a pas une journée où nous ne recevons pas une délégation chinoise, des dirigeants du plus haut niveau. Et ils font le tour de tous les pays de la région. Pour le moment, le continent est en paix. Mais cette paix reste très fragile. N'oubliez pas que chaque fois qu'il y a eu des tensions dans les Balkans, elles se sont étendues à l'ensemble de l'Europe. C'est pour cela que je déploie mes efforts pour convaincre mes collègues que nous devons tout mettre en œuvre pour garantir la paix en soutenant l'ensemble des pays de la région. Alors évidemment, tout n'est pas parfait dans les Balkans, mais à l'Ouest non plus. L'Europe n'aurait pas le choix. Les autres pays sont en embuscade. Un élargissement contraint, pas sûr que cela rende service à l'idéal européen, ni que cela motive les citoyens. Mais s'agrandir a toujours été un instrument puissant de la politique européenne, peut-être même le seul. Alors, comment les 28 chefs d'État réunis ce jour-là peuvent-ils encore faire progresser le projet européen sans s'élargir?
Et comment peuvent-ils nous y faire à nouveau adhérer ? Le réflexe habituel est de chercher secours auprès du couple franco-allemand. Ce couple, qui est le symbole même du projet européen, celui de la paix sur un continent habitué à la guerre. Le président Mitterrand et le chancelier Kohl qui se serrent la main pendant la Marseillaise. Ma génération a été nourrie à la réconciliation franco-allemande et j'étais persuadée que si François Mitterrand et Helmut Kohl parvenaient à se tenir la main, les Français et les Allemands pourraient surmonter bien des obstacles. Aujourd'hui, les Allemands et les Français semblent être encore les seuls à vouloir aller de l'avant, à croire en un avenir commun et à le mettre en scène lors de conseils des ministres franco-allemands. Michael Roth est le ministre des Affaires européennes du gouvernement allemand. Nous sommes devenus faibles et notre modèle est sous pression. Que ce soit Poutine, que ce soit la Chine ou malheureusement Trump, l'indignation ne suffit pas. Nous devons changer maintenant et cela dépend beaucoup de l'Allemagne et de la France. À Berlin, à l'ordre du jour de ce conseil des ministres franco-allemands, des mesures pour faire progresser la solidarité économique et sociale des pays de la zone euro. Ce sont des petits pas. C'est peu, mais c'est sans doute la seule façon de recoller aux attentes des citoyens. Ce qui compte pour moi, c'est de diffuser des messages et des objectifs derrière lesquels les gens peuvent s'unir. Ces gens qui ont de grands doutes car ils pensent que l'Europe ne fait pas partie de la solution, mais que l'Europe fait partie du problème. Mais Angela Merkel et Emmanuel Macron ne sont plus assez solides pour faire avancer à eux seuls l'Union. Quand les chefs d'État se retrouvent à la fin du mois de juin 2018 à Bruxelles, les propositions franco-allemandes pour plus d'intégration européenne sont balayées. D'autant plus que dorénavant, toute l'Union européenne est paralysée par un seul sujet, celui de l'accueil des migrants. 9 heures de discussion à huis clos n'y ont pas suffi. Les chefs d'État, les traits tirés, se quittent encore une fois au petit matin sur un accord de façade. Ils ont été incapables de s'entendre et d'apporter une réponse collective à ce défi qui s'impose à tous. Donald Tusk, le président du Conseil européen, la mine défaite, n'essaye même plus de cacher l'impasse de l'Union. En ce qui concerne la politique migratoire commune, il est beaucoup trop tôt pour dire que la rencontre a été couronnée de succès. Nous sommes certes parvenus à un accord, mais ce n'est qu'une première étape et sans doute la plus simple de toutes celles qu'il nous reste à surmonter. L'application de cet accord va se révéler extrêmement compliquée. Ne pas parvenir à s'entendre, ce n'est pas du tout ce qu'on nous avait promis. 4, 3, 2, 1, 0. On nous avait dit qu'on serait unis dans la diversité. Fantastic! It looks like a dream. It's really a great success for Europe. C'est un nouveau départ pour la... Et même qu'on serait plus forts ensemble, que l'Union européenne était la bonne échelle pour défendre des intérêts communs et surmonter les nouveaux défis du monde contemporain. Paix, démocratie, solidarité, efficacité. L'arrivée des migrants sur le territoire européen met cruellement en évidence les individualismes nationaux et ça fait déjà 5 ans que ça dure. Plus précisément, depuis la nuit du 2 au 3 octobre 2013 à Lampedusa. Enrico Letta est l'ancien président du Conseil italien, en fonction cette nuit-là. Je me rappelle le coup de fil du ministre de la Défense qui me appelle dans la nuit en me disant « On est en train de vivre une chose affreuse parce qu'un bateau chavire complètement avec cette situation terrible de ces migrants qui venaient de Libye, qui étaient partis et qui ont fait naufrage à 200 mètres des côtes de Lampedusa. Et ça a été un désastre total. Très peu se sont sauvés. Et le reste, plus de 300 personnes ont trouvé la mort. J'avais demandé au président de la Commission européenne de venir avec moi, parce qu'il fallait absolument qu'il voie
et que l'Europe voit qu'est-ce que ça voulait dire. J'ai été surpris par le manque de solidarité des autres pays européens. J'ai trouvé qu'il n'y avait aucune volonté de faire rien de sérieux. C'est-à-dire, un peu tous les pays avaient l'approche de dire c'est un espèce de virus et il faut que le virus reste dans le pays où il est. Les pays membres laissent donc l'Italie se débrouiller seule et les arrivées de migrants, mais aussi les naufrages, se succèdent. Qu'est-ce qu'un zoologue marin, dans un siècle, qui va faire des fouilles dans la Méditerranée, va trouver les squelettes de 18 000 personnes. Et il va se demander quelle a été la guerre qui a ensanglanté la Méditerranée en 2013, en 2015, en 2016. Il va chercher dans le livre d'histoire et il va trouver pas de traces de guerre. Il n'y a pas eu de guerre. Et il va se dire, mais alors, qu'est-ce que s'est-il passé ? Et peut-être il va comprendre, et c'est terrible pour nous ce qu'il va comprendre, et parce que c'est terrible pour la fameuse supériorité de la race européenne qui démontre là toute son infériorité. En 2015, un pic est atteint. 1 800 000 personnes entrent sur le territoire de l'Union européenne, principalement par l'Italie, la Grèce et la Hongrie. Selon les règles européennes, ce sont ces pays de première entrée qui ont la responsabilité de traiter les demandes d'asile. La Commission européenne propose en septembre 2015 un mécanisme de répartition solidaire pour soulager les pays de première entrée. Aujourd'hui, nous proposons une nouvelle mesure d'urgence de répartition de 120 000 réfugiés entre tous les États membres. Cela devra être obligatoire. Les Européens doivent les prendre en charge et les prendre dans leurs bras. Et j'espère sincèrement que cette fois-ci, tout le monde prendra sa part. L'heure n'est plus aux poèmes, l'heure n'est plus à la rhétorique. L'heure est à l'action. Mais les pays d'Europe centrale, le Danemark et le Royaume-Uni, refusent tout net une quelconque répartition solidaire. Dès que des pays comme la Pologne, la Hongrie ont mis sur la table l'option 0, c'est-à-dire moi j'en prends 0. Et cette option, on a vu que c'est faisable, c'est faisable, c'est acceptable. Il n'y a pas de moyen juridique pour les obliger. Ils disent 0, et enfin c'est 0. Quand l'option 0 est là, vous n'avez plus de solution intergouvernementale du phénomène. Parce que tout autre Premier ministre qui est autour d'une table et doit dire « moi j'en prends 10 000, moi j'en prends 15 000, moi j'en prends 500 », il va revenir à la maison où il y aura toujours quelqu'un qui va lui dire « t'aurais dû dire 0 ». Et la seule chose, c'est de gérer tout ça ensemble, sinon ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher et vraiment, ça peut faire chavirer complètement le bateau européen aussi. Un risque de chavirer, d'autant plus que certains dirigeants n'ont pas supporté que Bruxelles tente de leur imposer des quotas de réfugiés. Viktor Orban transfère ainsi son rejet des migrants à un rejet de l'Europe. Pour lui, l'Union européenne est devenue une entité totalitaire voulant écraser sa nation. Le slogan donne le ton de cette consultation « Stoppons Bruxelles ». Le danger qui nous menace aujourd'hui vient de l'Ouest. Ce danger vient des politiciens, de Bruxelles, de Berlin et de Paris. Depuis le printemps 2018, l'Italie a porté au pouvoir 2 partis eurosceptiques et s'est elle aussi engouffrée dans ces mêmes discours anti-migrants et anti-Europe. Ce qui me glace, c'est qu'il s'agit cette fois d'un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne. Faire tomber le mur de Berlin était autrefois impensable. Le prochain mur que nous devons détruire, c'est le mur de Bruxelles. Emma Bonino est sans doute la plus européenne des Italiennes. Ancienne ministre des Affaires étrangères, ancienne commissaire européenne,
Elle est revenue dans l'arène politique l'année dernière après avoir soigné son cancer en fondant ce qui paraît désormais complètement à contre-courant, le parti Plus d'Europe. Je suis revenue avec les énergies que j'avais pour essayer de contrecarrer ce que je vois comme une dérive pas seulement souverainiste, un peu populiste. L'Europe est prise comme le bouc émissaire de tous les problèmes possibles et imaginables, de toutes les mauvaises choses que les gens rencontrent. Moi, je pense que la crise des immigrés, c'est beaucoup plus profonde que la crise économique, qui était déjà dramatique, parce que ça touche des valeurs essentielles. Donc, ça peut être une matière vraiment explosive. Aujourd'hui, les nationalistes décomplexés de l'Union tentent d'unir leurs forces contre leur ennemi commun, l'Europe. Ou plutôt pour réclamer une Europe à leur image, à la carte, ne respectant que ce qu'ils souhaitent. Le moment est venu de reconstruire les bases de la démocratie européenne. Quoi qu'il advienne, nous ferons ce que nos peuples ont décidé. Viktor Orban a raison. L'Europe fera et sera ce que les peuples décideront. C'est parfois la faiblesse de la démocratie, mais c'est aussi sa force. L'Europe est à une époque charnière, mais elle en a déjà tant vécu. La création du marché unique a posé les fondations d'une Europe plus libre. Bien sûr, 25 ans plus tard, mon rêve européen a un goût amer et il paraît surtout bien naïf. Et alors ? Peut-être que ce rêve est un but que nous n'arriverons jamais à atteindre, mais il mérite que l'on se batte pour s'en approcher. Il y a forcément un chemin pour une Europe, ni ultralibérale, ni ultra-autoritaire. Après tout, on n'est pas obligé d'être cynique, résigné ou démobilisé. On a le droit de rêver. Parce que quand j'écoute à nouveau François Mitterrand, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça vaut le coup. Ma génération achève son cours. Ce sont ses derniers actes. C'est l'un de mes derniers actes publics. Il faut donc absolument transmettre. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement le passé. Cela peut être notre avenir.